Mon invitée aujourd'hui est française, certes. C'est une femme noire que j'adore. Okay. On ne se connaît pas très bien, mais you can tell nobody. J'ai l'impression de parler avec une cousine lointaine, tout ça. On a grandi ensemble et tout. Elle est journaliste, auteure, réalisatrice, productrice, activiste. Certains diront for racial equality, gender equality, religious equality. Et ça, c'est les titres qu'on met aujourd'hui, mais je pense que she's an activist for human beings. Mon invité aujourd'hui, Rokhaya Diallo, comment vas-tu? Ça va très bien. Bonjour Enzel, merci pour cette présentation. Et moi aussi, je me sens vraiment un cousinage avec toi, donc très très heureuse d'être reçue par toi. Merci. Tu arrives au Québec, c'est pas ta première fois. Tu me dis si tu veux en parler un peu ou pas, mais tu viens de faire un premier échange sur la radio québécoise. Welcome to Québec, ça veut dire quoi pour toi aujourd'hui? Disons que effectivement, c'est pas la première fois, j'ai toujours été bien reçue. Et j'ai fait cet entretien dans une émission dont j'avais cru comprendre qu'elle était conviviale. Et je me suis retrouvée effectivement dans une interview où beaucoup des questions étaient destinées à remettre en question à la fois mes actions, mes convictions. Et j'étais assez surprise parce que j'imaginais un échange peut-être plus bienveillant. Et pourquoi? Avec mon interruption, parce que, en fait, moi, je connais pas très bien cette émission, mais j'avais l'impression que c'était une émission d'accueil. Ok. Voilà. Et je ne dirais pas que j'ai perçu une hostilité, moi, je l'ai pas perçue. Mais après, quand j'ai fait l'interview dans la journée, plusieurs personnes d'ici m'ont dit que c'était vraiment hyper agressif, selon les standards locaux. Donc c'est vrai que moi, je suis habituée déjà à la France, où les gens sont peut-être... Non, tu sais quoi? Laisse-moi reprendre. Ouais. Considérant que des femmes noires de ton statut, avec le respect qu'on doit, qui t'est dû, il n'y a pas de... J'ai pas le souvenir d'avoir beaucoup de toi comme ça sur ce type de plateforme. Donc, je pense que pour tout le monde, c'était pas la normale. Parce qu'elle reçoit beaucoup de femmes blanches, beaucoup d'hommes, tu sais, des gens... Elle reçoit aussi des gens d'autres origines, mais qui n'ont pas ici la fonction de parler de ce dont tu parles. C'est la première fois, je pense, pour elle, qu'elle était avec une réelle activiste qui allait lui expliquer ce que c'est son point de vue à elle. Donc, toi qui exprimais ton point de vue, parle-moi de l'expérience d'être devant une femme qui, je pense, se considère woke. Parce que aujourd'hui, je voulais parler de l'existence, ou du moins de ce que c'est d'être des gens comme nous, des gens qui choisissent de prendre parole. Je présume que tu avais une idée de comment les choses étaient ici, mais toi, tu as vraiment fait comme un petit pas, là. Moi, je veux que tu m'expliques aussi pour les gens du Québec, parce qu'il y a bien des gens qui se posent des questions si c'est quelque chose qu'ils devraient faire. Oui, vas-y. Disons que c'est vrai, quand tu es français ou française, tu as quand même une image du Canada en général et du Québec en particulier, qui est un pays peut-être plus accueillant et plus ouvert, notamment parce qu'il y a énormément de Français qui partent de France pour faire carrière ici, pour s'installer ici, etc. Donc, on a toujours l'impression que pour des Français, notamment non blancs, d'origine nord-africaine, d'origine subsaharienne ou caribéenne, c'est souvent un soulagement, en fait, d'emménager ici. Donc, c'est vrai que moi, j'arrive avec l'idée que, déjà, on est dans une culture peut-être plus consensuelle. C'est l'impression que j'avais de l'extérieur, en tout cas. Et beaucoup plus poli, on va dire. C'est ça, gentil, en tout cas, poli. oui, c'est ça. Et que peut-être, oui, effectivement, on n'exprime pas la conflictualité de la même manière. C'est vrai que la France, ça reste quand même un pays méditerranéen. Après, moi, je fais partie de cette culture, hein, donc je m'exprime aussi, enfin voilà, de manière... Mais c'est vrai que donc, je suis venue dans cette émission en baissant ma garde, en fait. Là où, d'habitude, je suis toujours un peu sur le qui-vive et je réponds et je reformule quand la formulation me déplaît, etc. Là, je suis venue en lui accordant l'image de quelqu'un qui serait bienveillant. Et donc, c'est vrai que je n'ai pas analysé les questions comme étant des questions hostiles. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai pris le temps de répondre, de concéder en disant oui, effectivement, c'est vrai qu'on peut imaginer, etc. Mais je n'ai pas perçu l'hostilité parce que j'étais pas sûre, en fait, et j'avais l'image de quelqu'un plutôt de gauche, et je pensais pas que c'était une interview qui pouvait présenter une certaine forme de contradiction. Donc j'ai pas du tout abordé cette interview comme quelque chose qui pouvait potentiellement présenter une forme de je pense qu'on fait une analyse. Je pense pas que tout le monde l'aura perçu comme ça. J'aimerais t'attraper sur quelque chose que tu as dit, parce que
pour moi, c'est important, l'idée de recadrer les questions. Au sens où je pense que dans ma peau de noir, là j'ai 45 ans, tout ça j'ai vécu, mais il est arrivé un moment où, ou du moins avant dans ma vie, quand les gens posaient certaines questions, j'avais tendance à être fâché par la question, je comprenais l'intention. Toi qui aujourd'hui es une oratrice, qui est une vulgarisatrice. Ouais, vulgarisatrice. Ouais, c'est exactement ce que tu allais dire. Parle-moi de l'importance de recadrer la question. Par exemple, quand on m'a posé la question de... Est-ce que finalement, s'il n'y a pas suffisamment de personnes non blanches qui sont présentées dans les médias français, est-ce que c'est de leur fait ? Oh oui. Voilà, cette question-là. En fait, j'aurais dû simplement dire, est-ce que vous êtes en train de me demander si c'est de la faute des personnes victimes de racisme, si le racisme les affecte ? En fait, c'est ça le truc de base. Pour être sûr de comprendre la question, dire, est-ce que c'est vraiment ça la question que vous me posez ? Auquel cas, je peux vous répondre. Et je ne l'ai pas fait. Parce que j'avais l'impression d'être face à quelqu'un qui n'était pas forcément... qui cherchait pas à invalider mes positions. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire ? Pensais que tu étais dans l'écoute, dans un échange. Oui, que c'était des questions un peu candides, mais qu'il n'y avait pas d'intention forcément négative derrière. Donc moi, j'ai abordé ça comme ça. Et c'est vraiment des réactions de personnes qui sont locales, qui ont l'habitude d'écouter l'émission, que j'ai compris et que j'ai relu l'interview différemment. Voilà. Je te posais la question pour aller un peu plus profondément en sortant un peu de l'entrevue, parce que c'est des petits trucs. On est deux... J'aime même pas, moi, activiste. T'aimes activiste ? J'aime pas trop, enfin c'est pas que j'aime pas, mais pour moi ça me qualifie pas vraiment dans ce que je fais réellement, parce qu'en réalité je suis journaliste, je suis réalisatrice, et c'est ça mon travail. Donc effectivement, dans ces productions, il y a de l'engagement. Donc effectivement, oui, je peux dire que je fais de l'activisme de l'image, mais c'est pas une vraie profession. Donc ce qui me pose problème dans ça, c'est que ça invisibilise ce qu'on fait réellement. Toi, tu es humoriste, par exemple, tu es producteur. Donc tu es quelqu'un d'engagé, et à travers ton art, à travers ta création, tu fais valoir tes engagements. Moi, je déteste. J'ai accepté le titre parce que d'autres personnes qui le portaient m'ont demandé de le porter. Parce qu'ils voyaient là... comme un support important que moi, je choisisse de m'allier à eux, mais je déteste le terme. Tout à l'heure, je t'ai introduit, j'ai dit, moi, je pense que racial issues are not black issues, they're people issues. C'est pas des histoires de Noirs, c'est des histoires de monde. C'est juste que les Noirs souffrent un peu plus. Par exemple, dans le cas des Noirs, on pourrait avoir le même exercice pour les Arabes ou les musulmans cachés, mais c'est jamais... Those are human issues. De vouloir que le monde soit sain pour ceux qui sont le plus ostracisés, c'est de se garantir un monde plus sain pour le reste. Absolument. So, pour moi, it's a human issue. C'est pour ça que je rejette un peu l'idée d'activiste. Tu sais, aujourd'hui, en sachant que j'allais m'asseoir avec toi, je me suis dit, tu sais, je veux lui poser certaines questions, déjà pour qu'on apprenne à la connaître, mais un peu en rapport à ce que tu disais, tu n'es pas activiste, tu es une personne. Puis quand les personnes sont blanches ou on va dire peu importe européennes, même si elles militent pour les femmes, elles militent pour les enfants d'Afrique, elles militent pour le fait qu'il y a trop de poubelles dans la rue, mais leur métier premier, leur humanité est toujours prise en compte. Tandis que des gens comme toi et ou moi, on nous appelle pour réagir comme un outil, rarement comme une personne. Donc j'aimerais poser des questions à la personne aujourd'hui. Merci pour ça. OK. Allons comme ça. C'est un questionnaire que je développe depuis des années. Je ne vais pas mentir, j'en prends des bouts ici et là parce qu'il y a des gens qui sont brillants, pourquoi refaire? Si if heaven exists, si le paradis existe et que Dieu est à la porte, qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise? Qu'il me dise que j'ai fait ce que j'avais à faire. En mode bon travail? Ouais, pas forcément mon travail, en tout cas que j'ai fait de mon mieux. Voilà, qui reconnaît ça et que j'ai vraiment fait au mieux pour me conformer à mes croyances aussi bien politiques que religieuses. That's nice. That's nice. Je te souhaite que tu n'aies pas à avoir dû, je te souhaite d'être déjà là avec et pour toi-même. En tout cas, j'y crois et je pense qu'il est avec moi tout le temps. Donc ça, c'est aussi une force. La foi, c'est quelque chose de très important pour moi. Je suis musulmane. Okay. Et du coup, c'est vrai que nous, en plus, dans l'islam, on prie tout le temps. Donc on a vraiment ce rapport très immédiat et très direct avec Dieu dans nos prières. Donc, ouais. OK.
Merci de cette réponse. Dis-moi, une chose que tu pensais qui était complètement con, stupide, et un jour tu as essayé, tu as dit putain, c'est génial. Ah là là, alors en plus j'ai toujours besoin de temps pour réfléchir à ce genre de choses. T'inquiète, prends ton temps, on coupera les blancs s'il faut. Hésitations. Qu'est-ce que j'ai trouvé con, que je trouve cool maintenant? Je suis sûre qu'il y a plein de trucs en plus, mais... qu'est-ce qu'ils te répondent les gens d'habitude? Souvent c'est de la bouffe. Ok. Ou un hobby. Ok. Moi, pour ma part, c'est beaucoup de ce qu'on appelait chez nous ici des sports de blanc. Ouais, d'accord, ok. Tu vois, on regardait de loin, on disait, ah, c'est un sport de blanc, ça, on fait pas. Pourtant, skier, c'est trop bien. Snowboard, trop bien. Faire du pas, tu sais, tous les sports d'hiver, des choses qu'on sait. Je comprends pourquoi, déjà, à la base, nous, les Noirs, c'est pas notre délire, mais les sports d'hiver, c'est des choses que, tu vois, j'ai fait du snow il y a 3 semaines avec un autobus entier de Noirs, snow et ski. Ok. Puis cette activité-là, bon, c'est quoi, j'en ai un. Être autour d'un feu de camp avec des gens. J'étais pour la première fois, parce que j'étais scout, moi, quand j'étais jeune, et bon, j'avais des amis de toutes les origines. Et dernièrement, j'étais autour d'un feu de camp avec que des Noirs d'origines différentes. Quelqu'un a amené sa guitare. On s'est mis à chanter du R&B. J'ai dit, attends, mais je comprends leur délire, là. Attends, ok. Oui, on chante Hugo Frey, c'est ça. C'est sûr que c'est pas pareil. Tu sais, mais je te dirais le truc de mémoire récente que je dis, c'était un peu con. Puis j'ai fait ma propre expérience. Je dis, waouh. Ouais, je pense qu'il y a des trucs un peu de ce genre-là que je touche, mais je suis pas... Parce que c'est pas forcément des trucs que je trouvais cons, mais des trucs que je trouvais impossibles ou... Allez, partage, s'il te plaît. Bah, par exemple, de pas manger de viande. Je mange plus de viande depuis des années, depuis presque, pas loin de 10 ans. Et c'était inconcevable pour moi avant. C'est-à-dire que j'ai eu ma conscience politique par rapport à la viande avec plein de documentaires sur à la fois la maltraitance des animaux et puis les effets sur l'environnement. Ouais. Donc j'avais ce truc-là en tête, mais je ne pouvais pas m'imaginer ne pas manger de viande. Et j'ai arrêté. Et franchement... Il y a 10 ans maintenant? Ouais, enfin un peu moins, je pense. Donc déjà, j'ai commencé à jeûner. Faire les jeûnes, pas le jeûne ramadan des musulmans qu'on fait depuis longtemps, mais jeûne détox. Tu sais, le truc où tu vas jeûner pendant une semaine et tu ne manges rien, tu fais que boire des tisanes. Parle-moi de ça, s'il te plaît. Parce que moi, j'aime manger. C'est ça. Mais moi aussi, j'adore manger. En plus, je suis un bec sucré, donc les pâtisseries, machin. Enfin, moi, j'ai du mal à partir de France à cause de la nourriture. Tu vois, depuis que je suis là, je demande du pain. On m'apporte des choses, toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec le pain. Donc là, tu vois ce que je veux dire ? Tu cherches du pain de qualité française ici ? Du pain. En tout cas, ce que moi, j'appelle du pain. Donc, on n'a pas la même définition, donc je souffre. Non. Tu vois, en plus, moi, voilà. Fais le jeûne. Ici, c'est le bon moment pour faire le jeûne. Jeûne... je fais le jeûne, alors je sais pas quand ça va diffuser, mais je fais le jeûne du ramadan, donc du coup pour couper, il faut vraiment que j'ai un truc correct. Mais le pain, c'est difficile, quoi. Donc du coup, c'est vrai que je souffre un peu mes ruptures de jeûne, tu sais, quand tu sais que c'est ton seul repas de la journée, tu prévois tes petits repas en mode un peu gourmet. Moi, j'ai jamais fait ça, donc parle, s'il te plaît. Non, alors, t'as le jeûne du ramadan, où là, effectivement, t'as un truc spirituel, donc c'est la foi qui t'anime. Tu vois, tu fais ça pour la foi, tu te retrouves souvent, quand tu peux, en famille, tu romps à une certaine heure, tu pries, voilà, et t'as tes petits rituels. Moi, je bois une tisane avec du miel, et puis après, j'ai mon repas conséquent, quoi. Donc ça, comme je voyage beaucoup, c'est pas évident à faire comprendre à tout le monde. Donc il y a cet enjeu-là. Mais donc, le jeûne du ramadan, c'est spirituel, donc ce qui te fait tenir d'une certaine manière, c'est ta foi. Mais tu as toujours les questions tous les ans, quelqu'un qui te dit « Ah, je sais pas comment tu fais ». Tu dis « Mais comment vous pouvez être aussi étranger au concept de foi ? Comment je fais ? C'est pas seulement mon corps, c'est que là, il y a mon esprit qui est dans ça. Il y a un objectif, tu vois. Donc bien sûr que c'est dur physiquement, mais il y a autre chose derrière. En revanche, le jeûne détox... Il n'y a rien qui te tient, c'est toi et toi. C'est vraiment toi et ton idée de la santé, tu vois. Donc moi, j'avais vu un documentaire sur ça sur Arte et j'en ai parlé à une copine et on y est allé, c'est très dur. En fait, l'idée, c'est que pendant une semaine, en fait, tu ne consommes aucune nourriture solide. Tout ce que tu consommes pendant la semaine, c'est que des liquides. Donc tu bois des sans sucre, genre tisane, brut. Enfin, tu t'hydrates, quoi. Comme quand c'est jeûne et randonnée, le matin, tu bois un jus de fruits, histoire d'avoir un peu de sucre pendant les 4 heures de marche, tu vois. Mais en fait, tu ne manges que dalle. Ce qui fait que, en fait, pendant 3 jours, tu as faim. Et après, c'est psychologique. C'est-à-dire que ton corps comprend qu'il ne va plus rien avoir, donc il arrête d'avoir faim. Et après, c'est du mental. Et c'est fascinant. Et en fait, ce que je trouve incroyable, c'est que c'est dur, mais c'est hyper intéressant sur ce que tu apprends sur toi. Déjà, les effets physiques sont incroyables. C'est-à-dire que
moi, je sais qu'au niveau, par exemple, de ton apparence physique, de ta peau, tu vois vraiment la détox, en fait. Ça veut dire que si t'as des boutons, t'en as plus. C'est un truc de fou. Pas vrai. Et souvent, Mais on mange mal. En vrai, on mange plein de choses. En fait, c'est ça, c'est que ça te nettoie. Et quand tu ne manges pas du tout de la journée, quand tu ne manges rien pendant la journée, quand tu ne déjeunes pas, tu ne dînes pas, eh bien, t'as beaucoup de temps. T'as énormément de temps. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Tout à coup, les journées sont très longues. Tu te dis, mais en fait, on passe énormément de temps autour de la table. Donc, tu vois, tu bouquines, tu vas. Donc, souvent, dans ces trucs-là, t'as une petite piscine, un sauna, font du yoga. Enfin, tu vois, t'as des bails. Ah, toi, t'es allé dans un truc accompagné. Tu fais pas ça chez toi? Jamais. Moi, j'aurais pas la force mentale. Non, c'était accompagné. Donc, non, mais je peux pas. Moi, je veux dire, c'est ça. Il y a une boulangerie tous les 5 mètres. L'humoriste en moi, je veux savoir combien ça coûte pour être hébergé, mais pas nourri en mode t'es nourri. C'est ça? En fait, tu payes pour avoir un toit sur ta tête, alors qu'on en a déjà un chez toi, et pour ne pas tu manges rien. Du coup, ça coûte, je pense, les moins chers, ça doit être 700 € la semaine. Ah ouais? Ouais, plus. Donc le même prix que moi, je prends l'avion, je vais dans le soleil, il me donne l'alcool, il me donne la bouffer. Non, mais ça compte pas le trajet, c'est-à-dire ça dépend où tu vas. C'est-à-dire qu'il faut y aller, et après 700 €, c'est juste le truc, quoi. Et c'est le minimum. T'en as qui sont beaucoup plus chers. Oh waouh. Non, c'est complètement fou. Évidemment, il y a 90% de blancs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Comment? Ouais, c'est ça. Comment? Je sais pas si tu sais, là, ça, il y a à air ouverte dans plein de pays, là. Si tu veux, il y a ça à air ouverte dans plein de pays noirs. Des gens qui mangent pas. Non, là, c'est pas volontaire et il n'y a pas d'option santé. Là, non, mais vraiment... si toi, t'atterris là. Non, moi, je suis allé à Cuba, OK? Ouais, non, tu vois. À Cuba, comme en bon nord-américain. Ouais. J'arrive dans le supermarché, il n'y a rien. J'arrive deuxième supermarché, il n'y a rien. Mais c'est le communisme. Donc, ils sont rationnés, oui. Il y a des supermarchés où tu peux acheter, mais comme il y a plein d'embargos, des fois, il n'y a rien dans le pays. Et moi, je suis là en bel américain, mais je parle anglais. Je suis comme, man, what do Cubans eat, man? Genre, il n'y a rien dans le magasin. Je vais acheter, poser l'argent. J'ai des pleines poches. Il n'y a rien. Mais tu peux pas. Et il y a une dame qui dit, Cubans eat what they find. Oh my God. C'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Non, mais je trouve ça génial, moi. Ouais, c'est vraiment... Non, c'est une super expérience. Tu le conseilles? Moi, en tout cas, je l'ai fait plusieurs fois. C'est compliqué de le conseiller parce que y a toujours des enjeux médicaux. Je sais que c'est des méthodes qui sont contestées, etc. Ouais, tout ça. Voilà, c'est ça. Et après, il y a des gens qui font des jeûnes intermittents, donc ils vont pas s'alimenter pendant 14 heures, qui dînent très tôt, des jeûnes tard, donc 14-16 heures. Moi, ça m'a fait du bien. Je l'ai fait plusieurs fois avec une amie avec qui y va en plus, qui allait plus que moi régulièrement. J'ai quelques amis qui vont de temps en temps. Et avec un ami d'ailleurs et une amie. Et c'est une vraie expérience. Hein. Et après, en fait, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est comment ça reconfigure ton goût. Moi, j'adore le sucre, tu vois. Et je te jure que la première fois que j'ai jeûné, que j'ai recommencé à manger du sucre, ça m'a agressée. Pas vrai, pourquoi? Parce que c'était trop, en fait. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Le côté industriel et tout. Ouais. Tu sens, en fait, le côté faux. Tu vois, le côté aliment fabriqué. Non, je te crois. Tu vois, et du coup, ça te remet dans un truc... Absolument. Vraiment, c'est hyper intéressant. Puis après, tu recommences. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis un peu déshabituée à la... Non, la viande, j'ai commencé à baisser quand j'ai commencé à aller aux États-Unis. Leur viande bizarre, là. Moi, en fait, une fois, je suis allée dans un supermarché, j'ai vu viande sans antibiotiques. J'ai fait, pardon? Dans ma tête, j'ai fait, attends. Sans antibiotiques, c'est-à-dire... Franchement, j'étais choquée. Ton cerveau, il fonctionne trop. Je suis pareil. Mais ton cerveau, il fonctionne trop. Attends, qu'est-ce que je mange là depuis? Ça veut dire, attends, mais là, j'ai fait non. Donc, dans ce pays, je vais arrêter la viande. Et j'ai vu que je m'en sortais très bien. J'avoue que votre viande en Europe, meilleure. Au goût, j'aime pas la viande, mais j'aime pas la viande du tout. Mais au goût, tu goûtes les herbes. En fait, tu goûtes les herbes, en fait. Tu goûtes que le truc, il a... c'est ça, c'est pas des trucs de... Enfin, il y a des boucheries, tu vois, des vraies boucheries qui sont pas chères. Enfin, les gens n'achètent pas... Enfin, il y a des gens qui achètent de la viande au supermarché, mais t'as quand même des options, des bonnes options, etc. Donc, finalement, j'ai fini... à force d'aller aux États-Unis, je me suis dit que je m'en sortais très bien. Et puis après le jeûne, j'avais plus tellement envie... autant qu'avant, et c'est vrai que voilà, ne pas manger de viande dans une famille musulmane, c'est aussi une épreuve culturelle. Donc c'est vrai que c'est pas bien vu. C'est pas que ce soit pas bien vu, mais on a quelque chose autour de la viande, c'est-à-dire que on a les deux événements festifs sont organisés autour de la viande, les deux Aïd el-Fitr et Aïd el-Kébir. Donc ce sont des événements où en fait il faut sacrifier un animal, donc chèvre, mouton, etc. Et en fait, on se retrouve tous autour de la viande de cet animal qui a été sacrifié en souvenir. Alors, soit c'est la fin du ramadan, soit c'est 40 jours plus tard, c'est le souvenir du sacrifice que Dieu avait demandé à Abraham de faire. Donc, c'est un peu, c'est une commémoration de ça. Donc, ça se fait autour de la viande. Donc, évidemment, moi, j'adorais.
Et puis maintenant, ma maman, trop mignonne, elle me fait mon petit plat à côté. Tu fais même pas d'exception, c'est vraiment un truc, c'est un choix politique pour toi. Ouais, en fait, j'ai commencé à diminuer et je me suis rendu compte que je pouvais arrêter et j'ai arrêté. Okay. Et du coup, j'en mange plus du tout. Et en fait, ça va. Et j'imaginais vraiment que c'était pas possible pour des raisons, parce que j'ai été élevée dedans, même si je suis musulmane, mais originaire du Sénégal. Donc c'est quand même un pays de poissons. Donc on mange pas forcément énormément de viande. Tu manges du poisson? Ouais, je mange du poisson quand même. Fait que ouais. t'es pas... Ouais, j'en mange moins. Je mange moins de produits d'origine animale. La viande, vraiment... vraiment... avoir une invitation, là, des filles blanches du plateau. Là, ils commencent à dire « Oh putain, je l'adore, Okaya, c'est vraiment une des nôtres. » Non, mais tu vois, en tout cas, sur le véganisme, voilà, ça m'intéresse. L'antispécisme, ça m'intéresse. Et je me pose la question de la suprématie humaine, tu vois, sur le règne animal. Donc, mais ok, une femme dans ta position, je trouve ça intéressant, qui parle de ce dont tu parles, dans le monde dans lequel tu parles. Moi, par rapport à l'antispécisme, tout ça, moi, j'ai comme l'impression que les gens, ils ont sauté une race entière. Au sens où les bails sont pas réglés pour nous encore. Là, vous êtes déjà sur les animaux. Il y a comme un truc chez moi, au sens où je ne mange pas beaucoup de viande parce que j'aime pas la viande. Moi, je comprends pas pourquoi les êtres humains mangent des bébés animaux, déjà à la base. Ça, c'est depuis que j'ai 16 ans que je suis comme ça. Wow. Je suis comme, attends, vous vous installez pour dire, attends... Imagine, il y a un animal dans la forêt qui, lui, était comme moi, je cherche un bébé humain, 5-6 ans, là, c'est ce que je cherche. Horrible, ouais. C'est ce que les gens ils font là quand ils mangent de l'agneau. Ouais, du veau. Oui, du veau. C'est particulièrement fucked up. Donc, moi, je suis comme... Mais c'est pas politique. Attends, je voulais passer à un autre sujet. Je voulais parler de quelque chose d'autre. Dis-moi, si tu étais un homme, si tu te levais, là, tu étais un homme, 24 heures, on te dit t'as 24 heures, tu fais quoi? Oh là là, déjà, je ne serais pas hyper heureuse, mais... Qu'est-ce que je ferais si j'étais un homme? Ouais. En fait, je pense qu'il faudra que je trouve un moyen d'utiliser mes privilèges pour faire quelque chose pour l'égalité, quoi. Donc, qu'est-ce que je ferais? Je ne sais pas de quelle manière, j'essaierais de trouver une solution pour peut-être utiliser l'écoute que j'aurais de la part d'autres hommes. Pour faire changer des choses, quoi. Donc, prendre une position publique. Ça dépend de quel homme je suis aussi. Est-ce que je suis un homme influent? Est-ce que tu vois, mais je pense que j'utiliserai ma position d'homme pour faire avancer le féminisme. 24 heures. Ouais, je sais pas. Je trouve un moyen. Il faut que je trouve une solution. Que j'aille parler à un gars, je sais pas. Je ne sais pas comment. Mais parce qu'en 24 heures... je sais que toujours les réponses, c'est de regarder ses parties génitales, mais franchement, non, tu vois, souvent, il y a beaucoup de gens qui sont un peu sur le corps, sur l'expérience corporelle. Ça m'intéresse pas, j'en ai rien à faire. Franchement, c'est pas... Je sais pas. Je sais pas ce que je ferais. Moi, à toi, j'ai posé cette question parce que je voulais savoir à quel moment on se rend avant que tu me dises, mais est-ce que je suis un homme noir ou blanc? Ah ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question, effectivement. Et est-ce que la réponse est différente pour toi? Je présume, mais est-ce que... si je suis un homme noir, j'ai peur, en fait. Non, mais... Je vais me cacher dans un coin jusqu'à ce que je redevienne une femme noire. Elle a dit, je viens de me faire déclasser, les mecs, là, je me cache jusqu'à demain. Je m'assois, j'évite la police. Et on en rit. Tu veux me dire la plus grande leçon que tu as appris dans la vie ou que la vie t'a appris? La plus grande leçon que la vie m'a apprise... Oh là là. Je sais que j'en ai... C'est toujours compliqué les questions comme ça, j'ai beaucoup de mal. Quelle est la plus grande leçon que m'a apprise la vie? Je pense que c'est... T'es pas obligé de me donner la meilleure. Si c'est comme ça ton cerveau fonctionne, ouais, non, t'es pas obligé de me donner la meilleure. Donne-moi une chose qui te... Non, je pense que ce que j'ai appris, c'est que la constance paye. La constance et l'intégrité, ça paye, en fait. Même si ça paye pas dans l'immédiat. Oh, that's real. Tu vois? That's real. Oh, ça, c'est real. Tu vois? Ça, c'est je real. trouve que des fois, tu prends des coups, mais que à la fin... tu sais que tu as raison et tu sais que quelque chose te dira que tu avais raison. Et ça, je trouve que c'est vraiment une leçon. Parce que des fois, tu te poses la question de pourquoi tu as fait ça. Et à la fin, en fait, il y a toujours quelque chose qui finit par te dire que non, en fait, tu étais dans le vrai. Et si tu t'es aligné avec tes convictions et que tu ne fais pas de tort aux autres, il y a quelque chose qui finit par te donner raison, quoi. Walking with God, that's how I see it. Puis moi, je suis pas d'une religion particulière, mais des fois, quand les gens ils se complexifient le truc, je suis comme, non, I think...
Ouais. I think d'assumer ta partie dans le grand groupe, d'être bien avec toi-même, puis de vivre en bienveillance avec l'univers, incluant les arbres, les feuilles, les animaux. Soit, et pour ajouter à ce que tu disais par rapport au végétarianisme, quand je parlais avec Quentin, mon ami Mi'kmaq, qui est... OK, voici un truc trivia, bizarre. Tu as déjà entendu parler des Mi'kmaq. Ici, en Amérique, c'est un des différents clans autochtones qu'il y a. Je dis clan, mais le mot est différent. Le mot n'est pas le bon. Mais moi, j'ai appris dernièrement que ce n'est pas Mi'kmaq, c'est un bon ami, des guerriers, des gens qui étaient capables d'assassiner tous les Français qui sont venus ici il y a longtemps. Mais il y a quelque chose dans leur culture qui disait, ouais, on se donne tous des petits noms. Mais le vrai nom des Mi'kmaq, c'est Mi'kmaq. Oh, ok. Qui n'est pas le même truc. Ça n'a rien à voir. Du tout. Et lui, il me disait, je lui parlais de mon truc avec les bébés animaux, tout ça, puis il riait, il dit, mais je te dis ça comme ça. Le bébé animal en question, là, je le sauve, je le prends, je le mets à la nature. Qui va le manger? Ce peuple qui est ici sur cette terre depuis des millénaires se voit comme dans la chaîne de la nature, au sens où si tu prends, tu donnes, tu prends avec bienveillance. Et ça, je pense, c'est un des plus gros problèmes. Chez eux, quand ils tuent un animal, ils redonnent à la terre. Instinctivement, ils font une prière, redonnent à la terre. Et moi, je dis souvent, si tu n'as pas le courage de tuer ton animal, déjà à la base, peut-être tu devrais reconsidérer. Moi, je n'ai pas le courage. Non, c'est clair. C'est clair que si tu donnes à chacun une arme pour... tu vois, tuer ce qui les nourrit. Je pense que les gens n'auraient pas du tout la force mentale de le faire, parce que c'est atroce, en fait. C'est vraiment atroce. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport au véganisme, moi, c'est pour ça que je m'intéresse aux personnes véganes non blanches. Parce que, tu vois, j'aime pas du tout ces parallèles qu'on fait, par exemple, avec l'esclavage et le traitement des animaux. Tu vois, il y a des gens qui font ça. Je veux dire, mais... c'est indécent, en fait. Des personnes non blanches, surtout, Bah oui, évidemment. Et c'est pas parce qu'on est supérieur aux animaux, mais c'est que dans la manière dont on apprécie les humains, dont on s'apprécie entre soi, on sait très bien pourquoi vous faites ça. Parce qu'ils sautent par-dessus une race entière, une race de gens. J'aime même pas le concept de race quand on parle d'eux, mais... un groupe... Ouais, des mecs qui sont là, qui vont te dire fièrement, dans les 10 dernières années, j'ai ramassé 50 millions pour les animaux, les shelter animals, les animaux qu'on trouve, les chats, les chiens. Bruh, moi, entre vous, faites votre délire, mais à moi, c'est insultant. Ça veut dire, même 10%, tu ne peux pas passer pour nous, là. Je comprends. Ok, je comprends, Fifi, elle a des amis et tout, mais... Dis-moi la chose que les gens disent de toi, en parlant de toi, que tu détestes le plus. C'est de dire que je fais de la provocation. Ça m'insupporte. Je trouve ça tellement... En fait, c'est pas moi qui provoque. Tu vois, c'est les gens qui se sentent atteints par mon existence. Mais moi, je fais rien, en fait. J'existe, en fait. Et donc, de pas voir que c'est ma simple existence et le fait que je la revendique fièrement qui les rend ouf, mais c'est pas mon problème, en fait. Moi, je suis très bien, je suis très alignée. Donc, du coup, ce côté-là, c'est une provocatrice. Je trouve ça... En fait, c'est déresponsabilisant, tu vois. C'est de diminuer ce que tu es. Complètement. Ouais. Ça, c'est vraiment... Ça m'insupporte, ouais. Et de manière générale, pas seulement ce qu'on dit de moi, mais le fait que les gens, en tout cas les détracteurs, refusent de me qualifier professionnellement. On revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'activisme. Tu sais, c'est comme si on dit, ouais, c'est une activiste. Mais ouais, mais ok, admettons que je suis une activiste. J'ai écrit 10 livres. Je viens de réaliser mon 8e documentaire en 10 ans. Depuis 2011, en 11 ans. Donc 12. Et 8 documentaires en 10 ans, tu vois, 2013. Donc je me dis à un moment donné, cette absence... Et c'est pas que je cherche pas la reconnaissance des gens, hein, mais soyez sérieux un peu. Si vous voulez vraiment qu'on se confronte, parlez de moi tel que je suis. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai pas besoin que vous m'applaudissiez. Ouais, c'est ça. Mais évidemment, c'est pour te diminuer. De provocatrice, c'est pas anodin. C'est un choix pour réduire, pour diminuer. C'est pour te disqualifier. Disqualifier, décrédibiliser. Et pas te mettre à l'endroit où tu es. Tu vois, donc à un moment donné, tu dis, ouais, pourquoi vous qualifiez de tous les qualificatifs possibles? Vous n'avez absolument aucune difficulté pour piocher parmi les mots les plus prestigieux. Et puis moi... jamais on va m'attribuer le fruit de mon travail. Et donc ça, je trouve que ça arrive très très souvent. Et vraiment, et puis on te met sur le même plan que des gens qui sont grotesques. Tu vois, qui ne produisent rien
et qui tout à coup vont être comparés à toi. Alors, encore une fois, j'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui a un complexe de supériorité, mais je trouve ça vraiment irrespectueux. Merci. Merci. Oh, merci. Bon, parlons de ce que tu as dit là, c'était parfait. Je vais pas reprendre. Si on peut, on va recouper. Mais parlons des gens dont tu parlais tout à l'heure. Un des moments où, bon, après, je te connaissais de loin, je t'avais vu sur Internet, je vois tes trucs passer. Bon, il y a peu de toi, donc par rapport à moi, c'était comme, OK, I like this girl. Mais le moment, ici, on a une expression qui dit, je tombe en amour avec elle. Okay? Le moment où je tombe en amour avec toi, c'est le moment où tu as dit à Mathieu Bock-Côté, sans le dire, qu'il était un immigrant. Oh! Oh! Comprends que moi, qui ne suis pas immigrant dans ce pays, je me suis fait traiter d'immigrant par ce mec toute ma vie. Je le vois arriver en France, là où il est un immigrant, prendre de la place et faire exactement ce qu'il reproche à tous les gens comme moi, qui ne sont pas immigrants, qui traitent d'immigrants et leur demande de prendre leur place en tant qu'immigrants, parce qu'ici, il y a ce concept de Québécois, mais un peu au-dessus, Québécois de souche, et comme je ne le suis pas, je devrais avoir un peu de réserve par rapport à mes opinions. Ça, si tu m'avais appelé, tu m'as dit, Renzel, t'as $1000 là pour moi, je t'aurais dit, ouais, dis-moi où j'en vais. Moi et bien d'autres gens, je te jure. Oh, wow. Est-ce que, je présume que c'est pas un adversaire important pour toi? Bah, moi, je t'avoue que je le connaissais pas très bien, et je l'ai trouvé... Mais en fait, j'ai trouvé qu'il y avait une forme d'arrogance dans le fait de venir. En fait, tu traverses l'Atlantique, tu viens dans l'endroit où je vis depuis plus de 40 ans et tu m'expliques comment je dois vivre ma citoyenneté. Et c'est incroyable.